Alors, bonsoir. Alors, s'il vous plaît. Alors, on m'informe qu'il est 7h30. L'heure officielle est à ma gauche. Madame Graham. Alors, qui veut bien proposer l'ouverture de la séance? Madame Cohen, Madame Graham. Alors, je déclare la séance ouverte, exactement à 7h30. Vous avez devant vous un ordre du jour. Est-ce qu'il y a des items à rajouter ou à rayer? Non. Donc, qui veut bien proposer l'adoption? Madame Lefebvre, Madame Duchesne. Donc, c'est adopté. Vous avez, conseillère, pris connaissance du procès verbal ou des procès-verbaux de la dernière réunion. Est-ce qu'il y a des ajouts, des modifications? Non. Vous proposez? Madame Graham, Monsieur Forêt. Donc, c'est adopté. Maintenant, je vais répondre aux questions qui étaient en suspens suite à la dernière séance d'information. Il y avait une question de la part de Mme Zellweger qui n'est pas ici ce soir, mais je sais que M. Weldon est ici et j'ai reçu son courriel parce qu'elle m'a informé que vous faisiez le suivi pour elle. J'en ai discuté aussi avec le caucus et compte tenu que c'est un dossier qui évolue dans le temps, on aimerait remettre à la prochaine séance, au lieu de vous donner une réponse partielle, à la prochaine séance, mais on est saisi, on comprend bien là, la question. Et par contre, le conseil m'a avisé de remettre ça parce qu'on veut donner la meilleure réponse possible. Alors, il y a ça. Il y avait, je vois que M. Sévigny est ici, puis là, je vais faire un suivi. Mme Léonard, qui demeure sur la rue Highland, nous avait signifié qu'il y avait beaucoup de vitesse sur ce chemin-là. C'est là où l'école est située. Et puis, ben, j'ai fait une requête. Je n'ai pas besoin de répondre. J'ai fait une requête à Sûreté du Québec. Et puis, je sais, en tout cas, tantôt, vous pourrez me dire là, si vous avez vu une baisse de trafic ou si vous avez vu un changement significatif par rapport aux véhicules. Donc, mais j'ai fait le suivi avec la Sûreté du Québec. À ma connaissance, c'était les deux questions qui étaient en suspens. Maintenant, avant de passer à la période des questions, j'aimerais, question de dossier d'intérêt public, vous donner un petit topo là, sur le dossier de la Filtex. Alors, le dossier de la Filtex, les appels d'offres ont été lancés le 20 septembre. Ils ont été lancés, 20 février, excusez-moi, 2019. Et puis, ça a été publié dans le journal et sur le service SEAO, le service gouvernemental pour l'affichage des appels d'offres. L'ouverture des soumissions va se faire le 13 mars 2019. Contrat, théoriquement, devrait être donné dans la séance du 1er avril, séance ordinaire, ou avant, si on peut, là, par séance extraordinaire. Durée des travaux, on prévoit 3 à 4 semaines, plus ou moins. Et on a l'intention aussi, dans le temps, quand ce dossier-là va progresser, de le faire de façon hebdomadaire, vous tenir au courant par, ça va être infolette, hein, Mme Graham. Peut-être vous pouvez clarifier ce point-là. Allez-y. Oui, avec plaisir. On comprend très bien que c'est un dossier qui est tout le sujet du Filtex, c'est un dossier fort intéressant pour toute notre communauté. Alors, notre intention, c'est d'avoir comme un petit résumé de où on est chaque semaine. Donc, même si c'est à dire, il n'y a rien de nouveau cette semaine, mais on va le dire quand même.
Donc, voilà voilà les étapes, voilà les nouveautés de cette semaine. Donc, ça va apparaître sur notre site web, comme d'habitude, sur la section nouvelles. Donc, cela veut dire que par implication, ça va apparaître dans notre infolettre. Et juste en parlant du infolettre, c'est intéressant parce que on reçoit un petit rapport tous les 4 semaines. Donc, maintenant, on a 750 abonnés à notre infolettre. Donc, je fais toujours mon petit pub. Donc, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, faites-le parce que c'est vraiment la méthode la plus efficace d'avoir toutes les nouvelles de la ville. Il y avait aussi, je crois, Michel, que dans les dates que vous avez mentionnées, il y avait une note qui est publique parce que c'est dans l'appel d'offres. C'est le fait qu'en principe, le travail va être fini pour le 15 juin, n'est-ce pas? On me fait signe que oui, donc ça doit être... Mais non, parce que c'est juste pour dire que dans l'appel, dans la demande de soumission, l'appel d'offres, ça c'est prévu qu'on cherche quelqu'un qui est capable de finir le travail vraiment comme il faut, parce que pour toutes sortes de bonnes raisons. Pour réduire aussi la nuit, je vais appeler ça une nuisance, mais l'inconvénient que ça peut avoir auprès des citoyens. Et aussi, on va garder les citoyens qui sont affectés par les travaux au courant là, de ce qui se passe. Oui, tout à fait. De façon très pointue. Oui, exactement. Donc, dans notre démarche de l'information, etc., c'est très important pour nous d'être en contact avec soit les habitants ou aussi les commerçants vraiment aux alentours, pour être sûr qu'on est saisi de leurs préoccupations immédiates et aussi d'être sûr qu'ils sont informés au fur et à mesure. Merci, Mme Graham. Prochaine information d'intérêt public, c'était la tenue de la clinique culturelle. C'est votre dossier, M. Forêt. Alors, peut-être vous pouvez nous... Merci, M. le maire. Pour ceux qui... J'en connais quelques-uns d'entre vous qui étaient là. Le 26 février, mardi dernier, la Ville a tenu avec les Arts et la Ville, qui est un organisme qui s'occupe de culture, a tenu une clinique culturelle durant une journée complète. On a reçu quelques courriels et quelques téléphones nous disant « Hey, moi, comme organisme, je n'ai pas été invité, hey, comment ça se fait? » etc., etc. À titre d'information, l'idée, c'était pas de faire une réunion des organismes culturels, mais c'était d'inviter des individus qui sont dans le domaine culturel, qui sont dans le domaine économique, qui sont dans le domaine communautaire, qui sont dans le domaine du développement territorial, pour que les différents acteurs du domaine culturel puissent travailler ensemble, parce que la culture, il y en a dans tout. Il y avait 40 quelques personnes qui ont répondu positivement à notre invitation. Et un des objectifs fondamentaux qu'on poursuivait, c'était le point de départ de la mise à jour du plan d'action du développement culturel. Ça a été super intéressant, je pense, pour tous les participants. Et les Arts et la Ville vont nous présenter un rapport en avril, et soyez assurés que toutes les personnes qui étaient présentes vont recevoir copie du rapport, et qu'on veut, parce que c'est un des éléments de nos priorités, de mettre à jour le développement culturel. Assurez-vous, on veut s'assurer qu'il va y avoir un suivi pour avancer dans ce dossier-là. Merci, M. le maire. Merci, M. Forêt. Maintenant, Mme Cohen, vous avez... Merci pour de rien. Vous avez une information d'intérêt public, allez-y. Oui, bonsoir. La prochaine réunion dans mon district 4 sera le 23 mars, samedi matin, à 10 h, à la salle communautaire de Sutton Junction.
Merci. Merci. Alors, ça complète les items d'intérêt public. Non, maintenant, nous allons procéder à la première période des questions. C'est une période de questions. Soyez bref. Allez-y. Monsieur Sévigny? Mais pouvez vous identifier auprès de... Marcel Sévigny. J'ai constaté l'autre jour en sortant de la post office qu'il y avait 2 camions, le K-Ken de Richford, là, avec un autre camion en affaire de la banque. Ils sont frappés tous les deux. Par rapport à sa penchère, ils ont frappé le top des trailers. Puis, ils ont arrêté, ils ont regardé, c'était graffiné, mais ça a laissé ça de bonne. Là, je suis parti de là, je me suis amené à la banque. Il y a une madame qui essayait de passer par-dessus le banc de neige, là. Elle s'est fait mal aux genoux, les 2 doigts. J'ai aidé à se lever de là. Elle dit, il devrait nettoyer. Ben, ça m'a donné l'idée un peu que partir de la traque, là-bas, aller au pont, à certains sites. Après qu'ils ont nettoyé le trottoir, puis tout à patente, on a un gros bucket là, qui ramasse le résidu sur le bord du chemin. Là, je vois qu'ils ne peuvent pas le faire dans le moment parce que c'est gelé. OK? Votre question, c'est est-ce que est-ce qu'on faisable? s'occupe lorsque la petite chenillette, j'imagine, là, dégage les trottoirs, elle fait un banc de neige du côté de la rue, et est-ce que il y a un temps de ramassage pour ça? Oui. Maintenant, écoutez, je prends note de votre commentaire. Là, je vais le... Parce que voulez-vous de quoi de beau au dépanneur ici, il nettoie, c'est beau, on peut s'approcher. À la banque, si on parque là, on roule la porte, ça s'en va dans la rue tout de suite. Okay. Ça n'a pas d'allure, ça. Mais je prends note de votre commentaire, puis je vais le... J'ai un autre sujet pour ça. Un autre, dans ma rue, la lumière. J'ai reporté ça, là, 3-4 semaines, là. Ils n'ont rien fait. C'est la lumière, elle s'allume en face de chez nous. Quand c'est à peu près 10 en bas de 0, là, quelque chose comme ça. Quand il fait froid. Elle s'allume, elle s'éteint. Elle s'allume, elle s'éteint. Quand vous faites le rapport, il faut mentionner quand c'est froid qu'elle fait ça. Si le gars passe ce soir, la lumière est allumée. M. Sévigny, vous avez appelé aux travaux publics pour... J'ai venu ici à... Non, je n'ai pas demandé aux travaux publics, j'ai fait le rapport à madame en face. En avant, qui a transféré aux travaux publics. Je sais pas. Mais je sais, quand ils font le relamping, là, excusez l'expression anglaise, ça veut dire qu'on doit mobiliser ou louer une nacelle. Et à un certain moment, on fait ça là, quand les gens ne sont pas affectés par le déneigement. Écoutez, c'est pas la première fois, il y a Sutton Junction aussi, il y a du relamping, là, je ne connais pas le terme français. Mais je prends note de ça aussi. Et quand Des on fois, pourra... je suis en train d'aller apprêter un fusil et la tirer parce que la tâche à l'âme. Mais vos armes sont-ils enregistrées, M. Sévigny? Merci. Les miennes le sont. M. Weldon, pouvez-vous identifier quand même? Bonsoir, Charles Weldon. Au nom de Catherine, pour que je puisse comprendre le fond de la réponse que vous avez donnée à la question qu'elle a posée. Puis je pense que la question qu'elle a posée, c'est est-ce qu'on peut avoir une participation citoyenne au sein du groupe de travail? Puisque vous dites que c'est un dossier qui est en évolution, et donc pour cette raison-là, vous ne pouvez pas y répondre, il me semble que ça va c'est un peu contraire au désir de participer au processus décisionnel sans qu'on ait à décider, soit dit en passant. Hein. C'est pour avoir de l'input, finalement, c'est pour avoir un feedback de citoyens qui sont dans le coin. Comme ça, je me demandais si vous pouvez élaborer davantage sur le fait que plus ça progresse, plus vous devez y penser pour qu'il puisse y avoir une participation citoyenne. Ça me semble un peu contradictoire. Ouais, ben, c'est plutôt une question qu'avant d'impliquer les citoyens, on ne va pas les impliquer dans
on est encore dans une démarche, on a encore en train de faire nos devoirs dans ce dossier-là. Et on voit mal comment un citoyen, une citoyenne serait impliqué dans un processus interne administratif. Donc, on peut faire nos devoirs pour que ça soit clair et limpide quand on implique une citoyenne, et on ne veut pas que la citoyenne ou le citoyen ait l'impression qu'ils sont embarqués dans une galère. Vous êtes au niveau de la collecte de données et de l'analyse de la situation. Et la transmission d'informations. Et c'est dans ce sens-là. Je comprends. Donc, on aime mieux errer du côté de la prudence que... C'est plus clair. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Terrien, je suis propriétaire du Montagnard sur la rue Maple. Je viens ici ce soir pour deux raisons. Une qui concerne strictement mon entreprise, puis la deuxième, une qui concerne l'ensemble des entreprises ici à Sutton. La première, c'est la collecte des déchets. Sur le site principal du Montagnard, on passe 2 fois par semaine pour ramasser les déchets, le recyclage, parce que c'est des gros containers qui sont là. Ça, j'ai aucune misère avec ça, puis ça va super bien de ce côté-là. Cependant, j'ai des chalets qui sont à l'extérieur de mon site principal. J'en ai 3. Et avec la nouvelle politique qui est mise en vigueur, 1 fois par mois pour les déchets, c'est vraiment pas assez souvent pour des chalets qui sont à vocation touristique. J'en ai parlé avec M. Largui, je crois, le 20 quelques janvier. Puis, il me disait de présenter le tout au conseil municipal pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là. J'ai un nouveau courriel ici. En tout cas, je l'avais, mais peut-être que je ne l'ai plus. OK, ramassage des vidanges. Le DG, dans un courriel du 14 janvier, me dit « Pour cette question, je t'invite à interpeller les élus qui ont autorisé ces fonds et qui ont leur vision du développement à venir en tout ou en partie. » Alors, c'est pour ça ici que je suis ce soir. J'ai rencontré aussi Daniel Martin, mon conseiller municipal. On en a parlé ensemble. Puis, d'un commun accord, il m'a suggéré de présenter au conseil municipal ici, puis de faire valoir cette problématique-là, qui est assez importante. Exemple de ça, vendredi passé, j'ai fait la tournée de mes chalets avec mon camion pour ramasser les déchets et les recyclages parce qu'il était complètement plein. Puis la prochaine collecte était seulement le lundi et même l'autre lundi d'ensuite. Alors, pour moi, ça ne fonctionne pas pour ces 3 chalets-là. Alors, pour répondre à votre première question, là, c'est c'est un dossier où je dirais que one size fits all, ça ne marche pas, là. Ouais. Et puis, c'est en évolution. On vous demande d'être patient, puis là, vous faites part de votre préoccupation. Il y a sans doute du fine-tuning à faire, et il faut avoir un certain véhicule pour connaître à quelle place qu'on veut se réajuster. C'est un changement dans les habitudes, puis aussi, je dirais qu'on est à l'écoute là, des citoyens. Votre situation, c'est pas la première fois que je n'entends parler. D'un fois dans d'autres districts, c'est différent. Alors, écoutez, je prends bien note de votre préoccupation et on va voir quelle sorte de fine-tuning qu'on peut faire. Il faudrait que ça soit assez rapido parce qu'on attend les semaines de relâche, les semaines de l'Ontario. On a des semaines super occupées. Oui. Alors, vous pouvez ajouter quelque chose? En fait, c'était pour poser moi-même une question. Oui. Donc, parce qu'il y a un groupe de travail sur la gestion des déchets dont je fais partie avec Rosa. Et, excusez-moi, ma question, donc, les chalets dont vous parlez, oui. Est-ce que c'est une activité, est-ce que c'est résidentiel ou c'est commercial? C'est touristique. Touristique. Donc, en théorie, ça devrait... Parce que le ramassage, ce que j'en ai compris, c'est pas la même chose si c'est du résidentiel ou si c'est du commercial. Exactement. Donc, vous, ça serait du commercial. Comme Exactement. touristique, ça serait du commercial. Moi, j'aimerais ça qu'on ramasse les déchets au même rythme qu'on les ramasse sur le site principal du Montagnard. C'est la même chose, finalement. Sauf que ça ne se fait pas comme ça parce qu'ils sont considérés comme résidentiels, parce qu'ils sont dans des zones, pas nécessairement résidentielles strictement, mais résidentielles avec possibilité d'avoir une location touristique. Et dans la tarification,
Est-ce que ça a un impact au niveau de... Pardon, non, C'est ce la que même. j'expliquais, c'est que les 3 chalets sont inscrits au rôle à titre d'immeuble résidentiel avec un logement chaque, admettons, ou 2, je ne sais pas combien de logements. Donc, notre tarification présente nous oblige à charger le tarif par porte. Là. OK. Est-ce que ça peut être changé? La réponse c'est oui, mais il faut avoir des statistiques pour travailler avec. Bon, on est bien Ça ne peut saisi. pas être aléatoire, Ouais. monsieur le maire. OK, merci. On est bien saisi de votre problématique, là, puis on va se pencher, trouver Parfait. une solution. Merci. La deuxième raison pourquoi je suis ici ce soir, puis cette raison-là, ça touche toutes les entreprises ici à Sutton. Comme vous le savez tous, on a perdu un joyau ici à Sutton qui s'appelle le Tomali Maniatin. Beaucoup de personnes le connaissaient, puis certaines personnes ne le connaissaient pas parce qu'il n'y a pas pignon sur rue, autrement dit, sur la rue principale ou sur la rue Maple. On ne le voyait pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voyait pas qu'il n'était pas important. C'est un endroit qui était prestigieux. C'est un super endroit pour être un ambassadeur de Sutton. Le seul endroit qui est classifié 5 soleils ici dans toute la région. Il y en a 9 au Québec au total, puis c'est le seul endroit qu'on a 5 soleils. Vous savez de quoi je parle, monsieur le maire? Oui. Et le seul à accueillir dans le coin ici autant de mariages. Il y en avait à peu près 15 mariages par été, puis une moyenne d'environ de 100 personnes par mariage. Ça veut dire que ça fait beaucoup de monde, ça. Quand on dit Tomali Maniatin, pour les gens, c'est un B&B. C'est un endroit où on a des mariages, on reçoit, il y a aussi des chambres qui avaient un genre B&B, Ouais. etc. Mais pour nous autres, en tant qu'hôteliers, en tant que certains restaurateurs, les commerces, bien, ça a un apport important au niveau économique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a un mariage au Tomali Maniatin, puis il y a une centaine de personnes qui sont là, bien, étant donné que cet endroit-là ne peut les accueillir au niveau de l'hébergement, puis ne sert pas tous les repas, mais sert le repas du mariage, eh bien, ces gens-là bien, viennent chez nous, consomment chez nous, vont dans les restaurants au village, vont à l'SAQ, vont au IGA, etc. Alors, j'ai fait un scénario que je vous ai envoyé, monsieur le maire, puis je l'ai envoyé aussi à Daniel Martin, mon conseiller, qui fait que juste pour une période d'été. Mettons, si cet endroit-là a 15 mariages cet été, bien, combien est-ce que ça peut générer d'activité économique en termes de dollars? Bien, selon ce que j'ai pu voir, puis ça, c'est des prévisions qui sont hyper conservatrices, on parle d'1,5 million. Ça, c'est 1,5 million pour 15 mariages, puis en termes de retombées économiques. Ça ne comprend pas les autres activités corporatives, ça ne comprend pas les hébergements que Thomas Betkowski offrait, etc. Puis Thomas Betkowski, qui est le propriétaire du Tomali Maniatin, celui qui a passé au feu, puis qu'on a vu dans les journaux et à la télé, etc., m'a envoyé un document ce matin, puis il me disait que par ses activités de B&B depuis 2007, et surtout par l'organisation de mariage par laquelle il était vraiment connu, le domaine Tomali Maniatin a desservi plus de 28 000 clients depuis son départ, dont la satisfaction constitue la publicité la plus profitable à toute notre communauté. Ces activités s'inscrivent parfaitement dans la vocation principale et pratiquement unique de Sutton, qui est le tourisme. Là, moi, je viens demander de l'aide de la part de ma part à moi, puis de la part de beaucoup de commerçants qui ont des retombées économiques directes de ça. Probablement que vous, monsieur le maire, vous en avez aussi avec votre B&B. Linda, probablement que tu en as eu aussi quand il y avait des mariages au Tomali Maniatin. Certains points qui peuvent compenser un peu la perte de ce joyau-là. Alors, écoutez, je peux vous interrompre parce Oui. qu'effectivement, mais j'ai reçu le courriel, en fin de compte, c'est ma conjointe qui me l'a envoyé dimanche en après-midi. On a discuté, tous les conseillères ici. Et écoute, il serait précoce pour nous, parce que vous posez beaucoup de questions par rapport non seulement le gîte de Thomas, mais vous parlez sentier, village, montagne. Dans les propositions que je fais. Dans les propositions. Que je n'ai pas mentionné encore ici en Assemblée. Oui, je sais, mais c'est parce que j'essaie d'écourter puis pas vous faire parler pour rien. Parce que la réponse que je vais vous donner à la fin
de votre allocution va être que oui, on est saisi. Mais je vais donner la même réponse que j'ai donnée à M. Weldon. On n'a pas eu le temps d'en discuter en caucus. Au lieu de patiner et vous donner des demi-réponses, on veut approfondir avec les conseillers, conseillères, les préoccupations que vous soulevez et le questionnement que vous soulevez dans le courriel là, que vous avez envoyé. Donc, c'est la réponse que je vous donnerai à la fin de votre allocution. Donc, oui, on est saisi. Maintenant, vous pouvez peut-être résumer pour le bénéfice des citoyens ici. Là, oui, exactement. Moi, ce que j'ai proposé, que je vais proposer ici ce soir pour compenser les pertes financières que beaucoup d'entreprises, pratiquement toutes les entreprises ici à Sutton, concernant le feu qu'il y a eu au Tomalie-Maniatine, bien, ça se résume à 4 points. Nous autres, ce que moi je demande, c'est que compléter le sentier village-montagne, puis avoir une meilleure identification puis signalisation. On ne sait pas ce que c'est. Bien, malgré tous les petits efforts qui ont été faits, mais c'est des efforts à la pièce. Pourquoi vous n'embauchez pas une entreprise qui se spécialise en signalisation et dit on le met sur la map, ce fameux sentier-là? C'est justement des discours comme ça, votre prochaine... Deuxième point, accès au sentier pour les hôteliers et les résidents. Avec un but, on ne marche pas sur Maple. On l'a déjà dit, on ne veut pas marcher sur Maple. On peut avoir un accès, on peut avoir 2 accès, mais le but principal, c'est d'avoir un accès pour les hôteliers et les résidents, parce que c'est la même chose, c'est le même sentier qui peut être utilisé par tout le monde, puis que ces accès-là, bien qu'on marche le moins possible sur la rue Maple ou qu'on ne marche pas du tout parce que c'est trop dangereux. Troisième point, rendre plus dynamique la section Auberge des Appalaches, aller jusqu'à la montagne. On vous l'avait déjà demandé, la réponse a été « on n'a pas d'argent ». Bien, je pense que maintenant, aujourd'hui, avec la perte du Tomalie-Maniatine, ce serait peut-être une bonne décision de votre part de faire en sorte qu'on ait des bannières, des fanions entre l'Auberge des Appalaches et la montagne, parce qu'on est un secteur qui est hyper dynamique. Quatrième point et dernier point, ça je m'adresse aussi à M. Forêt puis à Linda, je pense qu'il siège sur les deux sur la Corporation de développement économique de Sutton, maintenant, hein? André Forêt seulement. Augmenter le budget de la CDES afin de faire un blitz publicitaire et promotionnel de la destination Sutton. Autant au niveau de l'individu, autant au niveau du touriste en tant que tel, autant aussi au niveau des groupes. Quand je parle de groupe, je parle de corporatif puis de mariage. Ça fait des années qu'on le demande puis on ne l'a pas. Là, on en perd un gros. Même, je pourrais dire qu'on en perd un deuxième parce que j'ai entendu dire que la chapelle Sainte-Agnès, ils ont fermé leurs portes parce qu'ils veulent vendre puis il n'y aura plus de mariage au cours de l'été. Fait que ça en fait 2 gros importants pour nous autres. Puis le budget que je demande pour ça, bien pour le côté promotionnel, puis augmenter le budget de la CDES, c'est un minimum de 20 000 $, qui est le budget annuel du montagnard pour faire sa publicité. Alors, en réponse à vos préoccupations et questionnements, eh bien, on va en discuter en caucus et je vous reviendrai la prochaine séance avec une réponse aux préoccupations que vous soulevez. Je vous remercie de votre écoute, M. le maire, puis sachez que c'est un dossier qui est très urgent, puis je ne peux pas le régler dans quelques mois, mais il faut se régler dans les prochaines semaines. Merci, M. Terrien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc ça termine la période des questions. Nous allons maintenant aller à 5.1, qui est le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires amendé d'un membre du conseil. Donc, c'est le dépôt d'un document. Il n'y a rien d'autre à dire sur ça. On passe à 6.1, qui est l'adoption du règlement. Et avant d'en faire la lecture, je veux m'assurer que tous les élus ont lu le règlement et puis qui renoncent à la lecture. C'est bien ça? Bon. Alors... donc, c'est l'adoption d'un règlement numéro 287 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 439,30 $ et un emprunt de 1 million pour le même montant pour le remplacement de 2 surpresseurs désuets et l'ajout d'un débitmètre au réservoir Island. » Alors, on a déjà discuté de... Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Madame
C'était pour expliquer que pour cet emprunt-là, on ne va pas en ouverture de registre parce que il y a 50% et plus qui est subventionné. Et puis, juste pour dire à peu près là, l'impact sur le compte de taxe des contribuables qui vont être assujettis là, à cet emprunt-là, ça va apparaître en 2021. Et puis, ça va être à peu près 1,2 cents du 100 $ d'évaluation. Puis, cette même année-là, en 2021, il y a un règlement d'emprunt qui était pour l'aqueduc sur Académie qui va être terminé. Puis, lui, il était à 1,39 cents du 100. Donc, c'est kiff-kiff, là, tu sais. Bien, merci pour la clarification. Alors, qui veut bien proposer? Vous voulez ajouter quelque chose, madame? Tout simplement, excuse-moi, parce que peut-être ce n'est pas absolument clair à 100% que les seuls contribuables... Ah oui, ce sont ceux desservis par l'aqueduc dans le village, là. À peu près jusqu'à Schweitzer, là. L'ancien noyau villageois. L'ancien noyau villageois, puis seulement ceux qui ont l'aqueduc. Alors, qui veut bien proposer? Madame Duchesne, M. Martin. Donc, c'est adopté. Alors, 6.2, c'est l'adoption et la même consigne s'applique pour les élus de renoncer à la lecture parce que vous avez pris connaissance et j'ajouterais que 6.2, 6.3, 6.4, c'est la même chose. Alors, ça va m'éviter de répéter. Alors, 6.2, c'est l'adoption de règlement 289-1-2019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 289 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l'année 2019 relativement à divers tarifs en matière d'urbanisme. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut clarifier? Non? C'est Julie. Allez-y. Oui, oui. Oui, en fait, ce règlement-là, c'est en grosse partie, étant donné que il y a un règlement à 6.4 concernant les avis publics. On avait beaucoup de dossiers, surtout en urbanisme, où quand on facturait aux citoyens une ouverture de dossier, étude de dossier, etc., mais il y avait des frais également pour la publication des avis publics. Étant donné que vous allez adopter à 6.4 le règlement qui, maintenant, ne nous obligera plus à mettre les avis publics dans les journaux, nous, comme Ville, on va sauver des sous en ne publiant pas. Donc, les gens qui vont faire les demandes de dossiers n'auront plus à défrayer ces sous-là également. Donc, on vient rectifier la tarification. Il y a une tarification, par contre, qui va être un petit peu à la hausse parce que c'est au niveau des PPC-moi. Parce que, dans le fond, c'est la même procédure qu'une modification réglementaire en urbanisme, puis les frais n'étaient pas équivalents. Donc, dans le fond, on fait juste rétablir là, pour mettre ça un peu plus uniforme au niveau des frais. Merci pour l'information. Qui propose? Madame Duchesne, Madame Cohen. Donc, c'est adopté. 6.3, qui est l'adoption du règlement numéro 292, intitulé « Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Alors, vous pouvez clarifier, vous, là? Je vais en parler un petit peu, là. Okay. Alors, ce règlement-là vient dire que pour la tranche au-dessus de 500 000 $ pour la valeur imposable de la maison, il va y avoir maintenant une tarification un petit peu plus élevée. Actuellement, c'était 251 800 et plus, le taux était à 1,5 %. Et dorénavant, ce sera pour la tranche qui excède 500 000 sans dépasser 750, on va aller à 2 %. De 750 à 1 million, à 2,5 % et plus d'1 million, ça va être 3 % qui va être chargé en droit de mutation. Ça, on s'aligne à peu près avec les municipalités environnantes, là. Lorsqu'on avait présenté l'avis de motion, on avait seulement une échelle à 2 barreaux. Là, on est rendu à 3 barreaux. Là, on l'a modifié un petit peu. C'est plus équitable? Oui. OK, merci. Madame Graham.
Allez-y, Mme Graham. On comprend tous, n'est-ce pas, que le droit de mutation, c'est le taxe de bienvenue. Merci, oui. Alors, on n'a pas adopté. Pardon? Période de questions, madame. 6.4, comme vous avez mentionné, qui découle de l'autre adoption du règlement, qui est l'adoption du règlement numéro 293, intitulé « Règlement concernant les modalités de publication des avis publics ». Donc, il n'y a rien à expliquer là, vous l'avez expliqué tantôt. Alors, qui propose? Madame Graham. Oh, vous voulez Monsieur ajouter Martin? quelque chose, madame? Allez-y. Je suis tout allumée ce soir. C'est juste pour... comme conseil, c'est sûr qu'on veut faire de notre mieux de partage de l'information. Donc, même que ce ne serait pas une babilla officielle, donc on a 2 babillas officiels à Sutton, n'est-ce pas? On a ceux sur le colonne Maurice, devant l'hôtel de ville, et puis l'autre se trouve à Glen Sutton. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un avis public, on est obligé de les poser. Cependant, ce conseil a dit que pour aller de l'avant, de mettre plus disponible ce genre d'informations, que dorénavant, on va mettre aussi les avis publics sur le babillard, juste à côté de le bureau de poste. Parce qu'on comprend très bien qu'il y a beaucoup de citoyennes qui vont au bureau de poste, donc le côté qui est en face de la rue principale va être toujours consacré aux annonces vie communautaire, mais l'autre côté va devenir vie municipale où on va poser les avis publics, toujours dans l'intention de mettre de l'avant le plus possible l'information pour nos citoyens. Donc, ça va commencer. Je crois que ça a déjà commencé, mais c'est juste pour vous dire qu'on a ajouté ça, mais ce n'est pas une babilla officielle quand même. Oui, merci. Très bien, parce que j'avais oublié qu'on avait effectivement fait le point en caucus là, concernant cette décision-là. Donc, je propose. Donc, c'était Mme Graham et M. Martin qui avaient appuyé tantôt. Donc, c'est adopté. On est maintenant rendu à 7.1, qui est le dépôt de rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er février 2019 au 28 février 2019. Est-ce que vous avez pris connaissance? Il y a deux. Ça va? C'est un dépôt. 7.2 est aussi le dépôt du rapport des paiements effectués, incluant les bordereaux de paie, ça pour la période du 1er février au 28 février. Vous avez pris connaissance, c'est conforme, il n'y a rien à signaler. Et finalement, vous avez aussi examiné la liste des comptes à payer, datée du 25 février. Ça a besoin d'une approbation. Est-ce que il y a des signalements? Non. Alors, qui veut bien proposer? Mme Graham, Mme Duchesne. À 7.4, on a une proposition pour donner un contrat pour les services professionnels des auditeurs externes pour le montant de 49 250 pour une période de 3 ans, qui est 2018, 2019, 2020. Et la compagnie est Raymond Chabot Grant Thornton. Alors, et puis, le certificat de la trésorière est là. Qui veut bien proposer? M. Martin, M. Forêt. Maintenant, on est rendu en urbanisme et en aménagement du territoire. À 8.1, c'est l'acceptation du dépôt du procès-verbal du comité consultatif de la séance du 5 février. On a besoin d'une proposition. Oui. Alors, qui propose?
Madame Lefebvre, vous proposez? Non, C'est c'était moi. Diane. Ah, OK. Donc, vous avez capté ça? Hein? Oui. Et là, maintenant, avant de procéder, vous avez une présentation pour le PPC Moi? Allez-y. Bon, le premier PPC Moi que j'ai dans mon matériel PowerPoint, c'est celui sur la rue Parmenter. On m'a demandé de rappeler ce que c'est un PPC Moi. C'est un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Si ça peut vous aider à vous en rappeler, il y a plusieurs années, la Ville de Montréal était très influente dans les modifications législatives et il avait demandé au gouvernement si on peut réglementer par bâtiment plutôt que par zone. Et leur but, c'était, dans les édifices qu'ils ont, de réglementer seulement un plancher, un étage ou la moitié d'un étage. Et c'est là qu'est né le PPC Moi, c'est-à-dire occupation d'un immeuble. Un immeuble, il faut être un terrain, on va le voir tantôt avec le projet de logement abordable. Donc ici, on n'est pas à Montréal, n'est-ce pas? Ça va être moins long, moins compliqué. C'est un projet d'ajouter une 6e et dernière résidence à un PPC Moi d'origine qui en comptait 7 dans ce secteur-là, qui a été modifié après coup, on va le voir tantôt, pour ajouter, faut que je me rappelle comme il faut l'historique, que je vais retrouver mon acétate qui le permet. Alors, en 2005, la réglementation permettait 7 habitations dans ce petit secteur-là. Entre-temps, il s'en est construit 5. Le règlement a été modifié pour abaisser le nombre d'unités à 5. Et aujourd'hui, on modifie le PPC Moi pour en faire une 6e et dernière construction dans le secteur de la Sainte-Pourpre. Alors, je vais revenir à mes acétates précédents. Donc, on est en zone PAM, AM pour altitude moyenne. Altitude moyenne, ça veut dire 350 mètres et plus. Alors, plus on est en montagne, moins on veut de la densification de construction. Un exemple, la conséquence d'être dans une altitude moyenne. Le lotissement des terrains qu'on demande sont de l'ordre de 40 000 ou même 300 000 mètres carrés. Alors que normalement, un terrain, on va demander 3 000 mètres carrés. Alors, vous voyez, c'est quoi la conséquence d'avoir une zone en altitude moyenne? Protection altitude moyenne. Donc, ce qui est demandé, c'est la construction d'une 6e et dernière habitation dans le secteur de la Sainte-Pourpre. Alors, actuellement, il y en a 5. La nouvelle habitation serait construite sur 8 000 mètres carrés, plutôt que 7 345 mètres carrés, mais il faut dire que les 5 existantes sont sur 8 000 mètres carrés. Et la partie commune, qui devrait être de 80 % de ce secteur-là, sera de 78 %. Alors, donc, c'est tous les motifs du PPC Moi de faire une modification réglementaire, un petit règlement particulier, si vous voulez, vous les avez sous les yeux. Alors, j'ai expliqué tantôt l'historique. Donc, la densité va être revue pour une 6e habitation et la proportion du terrain va passer à 78 %. Donc, il est recommandé au Conseil d'adopter le second projet PPC Moi relatif à la construction d'une habitation unifamiliale isolée additionnelle. Il faut que je dise que la consultation publique a eu lieu vendredi dernier et ce projet-là est sujet à approbation référendaire. Donc, les gens qui sont concernés dans les zones immédiates vont voir un avis public le 13 mars pour qu'ils sachent s'ils sont concernés ou pas et comment s'inscrire au registre pour demander un référendum si c'est le cas. Et finalement, d'approuver la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 5663837. Voilà, c'est la recommandation que le comité fait au Conseil. Alors, merci pour la présentation. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? C'était juste, je me demandais, parce que l'autre fois, on a fait une petite erreur. Donc là, on a informé en consultation publique les gens du processus d'approbation référendaire. En consultation publique, on a aussi expliqué qui pouvait et dans quelle zone et tout ça. Est-ce qu'il faut aussi le faire à cette séance-ci aujourd'hui ou ça suffit en consultation publique? OK, c'était juste pour éviter de l'oublier. Merci. Donc, qui propose? Madame Cohen, Madame Lefebvre. Donc, c'est adopté. 8.3 maintenant, M. Okay, le PPC Moi que j'ai, c'est pour le logement abordable
qui a une longue histoire et qui a aussi été objet d'une consultation publique vendredi dernier. À différence, on va le voir tantôt, c'est pas sujet à l'approbation référendaire, c'est un bâtiment subventionné en partie par le gouvernement. Donc, il est localisé à l'endroit ici sur la rue principale sud. Le terrain est vacant, évidemment, actuellement, d'où occupation d'un immeuble. L'immeuble peut être un terrain. Zone H26, projet de construction de 2 résidences communautaires sur un même lot, donc pour un total de 18. Alors, 18 répartis en 2 bâtiments avec 20 cases de stationnement. On va voir tantôt que la réglementation, ça aurait dû être 27, je crois, mais le PPC-moi permet d'en faire moins parce que c'est... on va le voir, c'est un petit peu relativement étroit sur le terrain, mais c'est suffisant. Les marges de recul vont être revues à la baisse, on va l'expliquer. Donc, il y a des espaces de prévus pour les vélos, stationnement réservé pour personnes handicapées, et l'espace gardé naturel, si vous voulez, c'est 30 %. Et il y aura des remises des cabanons à la disposition des occupants. Donc, l'usage résidence communautaire est autorisé dans la zone H26. Alors, au lieu que ce soit 3 logements par bâtiment, en l'occurrence, il y aura un bâtiment de 8 logements et un autre bâtiment de 10 logements. Marge arrière serait de 4 mètres plutôt que 7,5. Dimension des cases de stationnement, 2,5 à 5,5 de longueur au lieu de 6 mètres. Mais 5,5 mètres de longueur, c'est courant dans d'autres règlements. Nombre de stationnements, on va en autoriser 20. Normalement, il y aurait dû en avoir 27. Les espaces de stationnement par rapport aux lignes de terrain vont être de 0,6 mètres plutôt que d'être 2 mètres de distance par rapport aux lignes de terrain. Normalement, le stationnement en façade n'est pas autorisé, mais on va le voir sur les plans tantôt. Pour les circonstances, ça va être permis. Et le revêtement extérieur sera en déclin d'acier qui n'est pas présentement autorisé. Présentement, c'est du bois, de la maçonnerie, du bardeau de cèdre. Le PPC-moi ajouterait le déclin d'acier. Alors, on voit l'implantation des bâtiments, 2 bâtiments plutôt que un de 10 logements et un autre de 8 logements. Et les marges arrière de 4,5 mètres plutôt que 7,5. Les dimensions des cases de stationnement, on l'a vu tantôt, ils sont un petit peu réduites. Le nombre échangé. Les espaces de stationnement à 0,6 mètres des lignes de propriété plutôt que 2 mètres et du stationnement en façade. La rue étant ici. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec, via son programme d'accès logis, est l'un des partenaires également impliqués pour l'offre de logements accessibles à prix abordable, considérant que le projet comporte 2 bâtiments principaux alors qu'un seul bâtiment principal est autorisé par l'eau, considérant qu'un des bâtiments sera implanté à 4 mètres de la ligne arrière plutôt que 7,5 mètres, considérant qu'une partie du revêtement mural sera en déclin d'acier, bien qu'il ne soit pas permis, comme j'expliquais tantôt, et considérant le schéma d'implantation fait par Mme Joanne Brodeur pour la localisation des accessoires, des stationnements et des espaces verts pour en faire partie intégrante éventuellement de la décision du Conseil. Donc, d'adopter en vertu du règlement sur les PPC-moi, que soit érigé 2 bâtiments principaux comportant un total de 18 logements, d'approuver une résidence communautaire de 10 logements au lieu de 3 et un autre de 8 logements au lieu de 3 et une distance arrière de 4 mètres plutôt que 7,5 mètres et des cases de stationnement de 5,5 mètres plutôt que 6 mètres au nombre de 20 au lieu de 27 et la distance par rapport aux lignes de terrain de 0,6 mètres pour les cases de stationnement. La hauteur maximale des résidences communautaires sera de 6,51 mètres pour le bâtiment de 2 étages et de 9 mètres pour celui de 3 étages. Au règlement, c'est 12 mètres maximum. Donc, comme ils vont être conformes, on aurait pu ne pas en parler dans le cadre du PPC-moi parce qu'ils ne demandent donc pas d'autorisation spéciale pour excéder la hauteur. Matériaux utilisés seront le bois et le déclin d'acier. La façade avant sera principalement en bois. Alors, on arrive progressivement à l'apparence des bâtiments. Le second projet comporte les changements suivants. Une largeur de 2 mètres d'accès véhiculaire et recouverte de couvre-sol sur hexagone en béton ou tout autre matériau de revêtement similaire dans le but de favoriser l'infiltration des eaux pluviales et le déneigement est accessible en tout temps pour des fins de sécurité. Arbres et arbustes dessinés au plan devront être plantés d'ici 1 an, après l'émission du permis plutôt. Et le plan c'est dessiné, on l'a vu tantôt par Mme Joanne Bélan, on va le voir avec plus de détails tantôt, va faire partie de la décision du Conseil.
Alors, pour faciliter l'infiltration d'eau, l'accès véhiculaire va être recouvert de couvre-sol hexagone en béton. Espace de stationnement, on s'excuse pour le pour se répéter un peu. J'aurais pu laisser tomber celui-ci parce qu'il est redondant. On se répète un peu. Excusez-moi. Bon, un permis de la MRC est requis lors de la création d'une nouvelle surface d'imperméabilisation parce qu'en tout et partout, les bâtiments, les stationnements qui sont imperméables font 1500 mètres carrés ou plus. C'est à ce moment-là que la MRC, un permis doit lui être demandé. Les mesures de contrôle d'érosion devront être mises en place, ça c'est pendant les travaux, éviter que les sédiments se ramassent à l'extérieur du site. Le site doit diriger les eaux de pluie in situ comme on a vu tantôt, avec des pavés alvéolés, à titre d'exemple. C'est une façon que l'eau s'infiltre sur place plutôt qu'elle s'en aille dans les fossés. L'évacuation de l'eau des gouttières ne peut se faire à l'égout sanitaire ni pluvial, ni au fossé, mais bel et bien sur le site. Bon, alors le projet n'est pas susceptible d'approbation référendaire parce que l'article 123.1 dit que, je vais le lire rapidement, parce que c'est de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre d'un programme de logement social mis en œuvre par la loi sur la Société d'habitation du Québec. Alors, c'est le PPC-MOI pour autoriser 18 logements abordables sur le site qu'on a vu. Alors, avant de passer à l'approbation, j'aimerais signaler au public que ce projet-là a été sa table de dessin pendant 8 ans. Et c'est grâce à 2 conseils antérieurs et dévouement de plusieurs bénévoles que ça a réussi à survivre. Et je suis convaincu, Mme Graham voulait peut-être ajouter parce que vous avez fait partie de ces bénévoles-là. Oui, tout simplement, oui, parce que je siège au conseil d'administration de Habitation Abordable Sutton, qui est une organisation but non lucratif. Je suis là pour représenter les intérêts de la ville, mais vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire, les membres du conseil, depuis des années, vraiment des heures et de travail. Donc l'importance de vraiment faire connaître le travail, c'est très important. Donc, merci de l'avoir dit, Michel. Vous voulez bien proposer, donc? Avec beaucoup de plaisir, oui. Donc, c'est adopté. Allez-y, Mme Lefebvre. C'était juste un petit point à la consultation publique. J'ai oublié de remercier une des nombreuses personnes impliquées dans le projet. En fait, je voulais remercier la Grace Church de nous avoir vendu le terrain, parce que vraiment, le terrain est super bien placé pour un projet de ce type-là, et sans eux autres, on aurait été un petit peu mal pris. Donc, je voulais me reprendre aujourd'hui. C'est tout. OK. Donc, allez-y. J'ai eu proposé en secondaire pour ça. OK. Et alors, la décision suivante du conseil à venir, c'est le même projet, mais sauf pour une raison différente. C'est ce qu'on appelle les plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire que l'apparence des bâtiments par rapport à l'environnement bâti voisin immédiat et l'implantation des bâtiments par rapport toujours aux autres bâtiments voisins et par rapport à leur position sur leur terrain. C'est ce dont on va discuter par le PIIA. On est dans la même zone, évidemment, H26, puis une des conditions, c'est que le PPC-MOI soit autorisé. On vient de voir que la décision était positive. Donc, l'apparence générale du bâtiment, on va les revoir face par face tantôt. C'est ce qui est planifié. On va voir tantôt que les couleurs sont plus mates, là, mais sont agréables. Donc, vu cette fois-ci du stationnement du HLM, l'apparence du bâtiment projeté, vue du stationnement de la garderie. Bon, cette fois-ci, si on se place dans la rue qui est ici, si on voit en façade, cette façade ici, c'est la seule qui va être principalement en bois. Les autres vont être en déclin d'acier. Alors, si on voit maintenant partir, je pense que c'est la garderie ou le HLM qui est ici, là, la façade latérale du bâtiment près de la rue.
Même chose pour cette fois vue dans la cour, ni plus ni moins. Je pense que j'ai passé vite les palettes de couleurs, je crois. Bon, ils sont ici, j'ai oublié de vous le mentionner. Les couleurs, on les voit en haut. Vous ne voyez pas ma souris, là, mais les palettes de couleurs sont là. On voit qu'elles sont elles sont plus mates que ce qu'on a vu tantôt au début. Donc, je poursuis. L'apparence du bâtiment vu par les cours. Le bâtiment à l'arrière, en façade, le plus coloré des bâtiments. La partie arrière du bâtiment arrière et les parties latérales du bâtiment arrière. Donc, bâtiment principal, OK. Alors, ça termine pour le PIA, savoir que le comité d'urbanisme recommande positivement de déclarer que le bâtiment est conforme aux objectifs d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est adopté. Prochain. Prochain agrandissement d'un bâtiment sur la rue Boulanger, dans le secteur de la Montagne. Alors, c'est un bâtiment à l'origine qui est comme ceci. C'est un jumelé. On en voit une partie du jumelé. Dans la diapo suivante, on voit le projet d'agrandissement où vous voyez les tracés en rouge à droite. C'est un agrandissement qui est prévu à l'arrière, puis un agrandissement qui est prévu sur le côté. Ce qu'on voit, comme vous ne voyez pas ma souris, on fait dans un premier temps de l'agrandissement par l'arrière. Et il y avait un autre projet d'agrandissement par le côté. Donc, on va traiter ce soir principalement celui par l'arrière, parce que par le côté, il y a une nouvelle proposition à venir. Donc, on s'en tient à l'agrandissement arrière. Vous voyez en haut, face arrière, si on était à l'arrière de la maison, et plus bas, si on était sur le côté. Bon, ça, c'est l'arrière existant actuel. Façade latérale avant les travaux. La façade latérale en bas après les travaux. Et ensuite, vue par l'arrière, avant les travaux et après les travaux. On voit que les couleurs, les matériaux sont respectés, sont agencés. Donc, cette partie-là de l'agrandissement du bâtiment était recommandée positivement au Conseil en matière d'intégration architecturale. Madame Lefebvre, M. Martin. Donc, c'est adopté. Le prochain, c'est un projet d'affichage sur la rue principale nord. Une entreprise qui est ici, qui s'affiche déjà, mais qui fait une rénovation de son affichage. Modification de l'enseigne attachée et une nouvelle enseigne détachée. Attachée, elle est sur le bâtiment. Détachée, elle est sur un support, sur un poteau déjà existant. On est dans le noyau villageois, donc encore là, un PIA s'applique. Le bâtiment principal ne possède pas de valeur patrimoniale. On en tient compte dans l'examen, l'analyse. Donc ça, la photo que vous voyez là, c'est l'actuelle. Dans la diapo suivante, vous voyez que celle attachée au bâtiment, elle est toute petite, elle est en bois peint. On voit les teintes de rouge et de jaune qui seront utilisées, tandis que la détachée, c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas reproduite sur la photo, là, mais elle est comme celle attachée au bâtiment, mais elle est plus un fond plus rougeâtre. Mais dans les deux cas, on a demandé, le comité recommande au conseil que les couleurs quand même s'agencent avec ce qui est là, pour pas qu'il y ait de couleurs criardes qui font que ça ne s'agence pas. C'est une des conditions de décision positive du conseil. Alors donc, ça a été recommandé favorablement par le comité. Monsieur Forêt, Mme Graham. Donc, adopté. Allez-y. Chemin Bernier, nouvelle construction d'une bifamiliale. On est dans le PIA, implantation et intégration architecturale, sur le chemin Bernier dans le secteur de la Montagne. Alors, c'est un terrain qui est vacant. C'est le bâtiment qui est projeté dans la zone H38. C'est un jumelé, donc deux bâtiments un à côté de l'autre. On voit les entrées principales, 3 cases de stationnement prévues. Ça n'intervient pas dans l'analyse architecturale, évidemment. Donc, l'apparence du bâtiment, ce sera, comme vous pouvez le voir, l'élévation avant, arrière et de côté.
Hauteur des bâtiments, conforme au règlement, 8,5 mètres, superficie aussi. Et le revêtement est en bois de couleur gris foncé et pâle, les toitures en métallique émaillé. Et l'aire de déboisement, il n'y a pas beaucoup d'arbres à couper dans ce cas-là. Je pense que c'est juste des arbres malades qui restent à abattre. D'ailleurs, on voit par les photos les bâtiments du voisinage immédiat pour évaluer l'intégration architecturale avec les voisins. Donc, permettre une habitation uniformisée d'une largeur de 7,3 mètres au lieu de 8,5 mètres. Là, on est dans la dérogation mineure. J'ai été trop vite, M. le maire. Alors, donc, c'est une décision pour l'intégration architecturale. Qui propose? Madame Duchesne, Madame Lefebvre. Donc, c'est adopté. Avant d'aller au 8.8, j'aimerais signifier aux personnes là, qui pourraient être concernées, ils peuvent poser des questions après votre présentation. Allez-y. OK. Alors, pour que le projet dont on vient de discuter puisse fonctionner, il faut accepter par dérogation mineure que la façade de chacune du bâtiment soit inférieure au règlement. Alors, on demande au règlement qu'un bâtiment ait une façade de 8,5 mètres, alors que ce qui est demandé, c'est 7,03 mètres. Alors, c'est sûrement pour s'agencer aussi avec les marges de recul, les distances exigées. La recommandation est favorable parce que les dimensions ne posent pas de préjudice au voisinage et le refuser, cette décision-là, pourrait poser préjudice aux requérants. Et ça permet de respecter les marges latérales. Donc, la recommandation, là aussi, est positive. Madame Lefebvre, Madame Duchesne. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui sont concernées, qui veulent poser des questions? Non. Donc, prochain, qui est 8.9. Construction sur le chemin Morgan, qui est encore dans le secteur de la montagne, je crois. Sa localisation plus précise, vous pouvez la constater. Alors, c'est un bâtiment de type cubique, encore en zone protection d'altitude moyenne. C'est un secteur couvert par le PIA, donc implantation et intégration qui s'agence avec le voisinage. Le terrain déjà partiellement dégagé, et c'est celui-là plutôt qui reste, on va le voir tantôt, quelques arbres malades à abattre pour permettre le projet de construction, la localisation du bâtiment par rapport au terrain. Quant à son architecture, bien, vous voyez, c'est cubique sur toutes les faces. Le revêtement sera en bois de cèdre naturel, toiture à membrane évidemment, et le pourtour des fenêtres et les portes en aluminium. Aire de déboisement, on le voit en bas totalement dégagé, déjà déboisé, quelques arbres malades morts à couper. Alors, la recommandation du comité est positive. Qui propose? Madame Cohen, Madame Lefebvre. Donc, c'est adopté. Ce qui nous amène à 8.10. En fin de compte, on a besoin d'une résolution pour pouvoir assermenter les membres du comité consultatif d'urbanisme. Développement durable, la ville de Sutton, c'est en fonction. Code d'éthique, code déontologie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Donc, qui veut bien proposer? Monsieur Martin, Madame Cohen. Donc, c'est adopté. 9.1, travaux publics, c'est une autorisation, on demande une autorisation à présenter une demande d'aide financière au MDD-ELCC dans le cadre du programme pour la protection accrue des sources d'eau potable. En fin de compte, on veut s'assurer là que avec cette autorisation-là, demander l'aide pour s'assurer qu'il puisse faire une étude pour protéger nos sources d'approvisionnement. Je vous signale d'ailleurs qu'ici, on a de l'eau de qualité exceptionnelle. On ne dépasse pas aucune norme, sauf pour la source en manganèse, mais notre eau est d'une qualité exceptionnelle et on veut s'assurer avec cette étude-là de protéger cette ressource. Donc, qui veut bien proposer? Madame Cohen, M. Forêt. On veut aussi, à 9.2, donner les contrats pour la fourniture
d'un chargement de pierre de gravier concassé pour la valeur de 239 315. Est-ce que j'ai besoin de donner plus de détails? Oui, effectivement. Donc, le contrat va être donné à la compagnie de construction DJL Incorporée. C'est pour... ça inclut aussi les coûts de la ville de Sutton. Hein? En fait, le montant de 239 000, c'est juste le montant pour juste la le montant fourniture, mais il y a des montants additionnels. Il y a des montants additionnels. Donc, qui veut bien proposer? Monsieur Martin, Madame Graham. Donc, c'est adopté. Monsieur aussi a donné un contrat pour la fourniture de chargement d'enrobés bitumineux à 9,3. Et ce contrat-là va être donné à DJL. C'est DJL encore. Non, attendez. C'est DJL, oui, OK. M'avait induit en erreur. Donc, qui... vous voulez mentionner quelque chose, Mme Graham? Parce que si je ne me trompe pas, et Mme Lessard va me corriger si j'ai fait une erreur, dans le passé, on a toujours payé pour la fourniture et le chargement d'enrobes bitumineuses avec le budget d'opération. Oui. Dans un souci, vu que le budget était vraiment très difficile cette année, on a fait une décision de payer pour le chargement d'enrobés bitumineuses avec la réserve TP, notre réserve de travaux publics. C'est pas souhaitable, mais c'est une des seules façons qu'on a été capable d'équilibrer le budget. Donc, qui propose? Madame Graham, Monsieur Forêt. Donc, c'est adopté. 9.4, vous donnez un contrat pour la fourniture d'un attachement de souffleuse en neige pour le montant de 40 500. Et le soumissionnaire qui est conforme dans ce cas ici, c'est Centre agricole de GLD Incorporé qui propose. Ah, vous voulez ajouter? Toujours dans un souci de transparence, parce que les citoyens ne peuvent pas voir tout ce qu'on a devant nous. Ça va être payé avec notre fonds de roulement, et ça sur une période de 5 ans. Donc, c'est une des façons qu'on peut payer pour les choses, pour les outils. Donc, c'est le fonds de roulement, évidemment, donc pas un règlement d'emprunt. Alors, c'est dans la résolution, là, ici, là. Merci pour la précision. Hein. Qui propose? J'avais M. Martin et Mme Duchesne. Donc, c'est adopté. On veut aussi, par résolution, autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'un ensemble d'élévateurs colonnes. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ça, Mme Graham? Je peux toujours ajouter quelque chose. C'est prévu dans le budget. Évidemment, c'est un achat prévu dans le budget et c'est un achat nécessaire afin d'assurer l'entretien des véhicules et surtout afin de respecter les normes de sécurité en vigueur. Donc, c'est pour la sécurité de nos employés. Merci. Qui propose? Madame Duchesne, Madame Cohen. Et à 9.6, on demande l'autorisation de signature d'un avis de non-renouvellement du contrat d'entretien d'hiver avec le ministère des Transports du Québec. Comme vous savez, on fait le déneigement pour les MTQ et on doit leur signifier qu'on ne veut pas renouveler cette entente-là. Alors, qui veut bien proposer? Madame Duchesne, Monsieur Martin. Donc, c'est adopté. Maintenant, on passe à la greffe. Notre greffière va nous quitter. Donc, on a
l'obligation aussi légale de nommer un greffier par intérim. Monsieur le maire, si vous me le permettez. Vous demandez la parole, Monsieur S'il Forêt? vous plaît. Allez-y. J'aimerais proposer une résolution pour remercier notre greffière de tout le travail, toute la collaboration qu'on a eue. Et je dirais, Julie, on souhaite que tu sois aussi utile chez ton nouvel employeur que tu l'as été avec nous. Et on regrette que tu partes, mais on te remercie pour tout ce que tu as fait. Je propose la résolution. Donc, C'est à l'unanimité, je pense. oui. Alors, Merci. félicitations. Et merci. C'est l'objectif. Maintenant, on doit nommer un greffier par intérim qui sera M. Larguy, qui propose. Madame Duchesne. Monsieur Martin. Donc, c'est adopté. Et aussi, on doit désigner une personne responsable pour le traitement des demandes relatives à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La loi l'oblige. Et dans ce cas ici, c'est M. Larguy qui propose. Madame Duchesne. Madame Graham. Donc, c'est adopté. On se reporte maintenant au loisir et vie communautaire. À l'item 12.1, on a une résolution pour autoriser l'utilisation du parc Goyetil pour le projet Tam-Tam Sutton, qui veut bien proposer. Vous voulez ajouter, monsieur? Peut-être utile pour que les gens comprennent. C'est sûr que des tam-tams, ça fait du bruit, mais c'est censé animer le parc, notre parc Goyetil, les dimanches après-midi, les premiers dimanches après-midi du mois de mai au mois de septembre. Et ça va être super contrôlé. Les organisateurs s'engagent à respecter. Ça va se passer dans l'après-midi de 13h30 à 16h. Je propose l'adoption de cette Secondé. Monsieur Forêt, Madame Lefebvre. Donc, c'est adopté. Du mois de mai à septembre. 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 1er septembre. À 12.2, on te demande l'autorisation pour l'utilisation du centre John Sleet pour le symposium d'art visuel et souper bénéfice d'art Sutton les 14 et 15 septembre 2019. Voulez-vous ajouter quelque chose, monsieur? C'est une activité de financement et tout ce que je peux dire, je l'encourage énormément parce que c'est un de nos centres culturels importants et ils organisent un symposium durant 2 jours où les gens vont produire des œuvres et ils organisent un méchoui et ils veulent utiliser le parc qui est adjacent, qui appartient à la ville, qui est adjacent à Art Sutton. Je le propose. Monsieur Forêt, Monsieur Martin. Donc, c'est adopté. À 12.3, on veut adopter une grille salariale qu'on a regardée. Et pour les postes d'employés de loisirs pour la saison estivale 2019, qui propose? Madame Cohen. Monsieur Martin. 12.4, on veut procéder à l'embauche de la coordonnatrice aquatique pour la saison estivale 2019. C'est la même personne que l'année passée, donc qui a beaucoup d'expérience. Et moi, c'est dans la résolution, c'est Mme Daphné Cusson qui a travaillé pour la ville en 2018 et puis qui a donné un rendement plus que satisfaisant, donc qui propose. Madame Duchesne. Madame Cohen. À 12.5, c'est pour une contribution au projet de réfection du ponceau et du fossé de plein air Sutton MTB pour un montant de 10 000 $. Qui propose?
Madame Lefebvre, Monsieur Voulez-vous voulez intervenir, expliquer le contexte? Allez-y. Comment qu'on a joué avec les fonds dans ce cas-là? Non, c'était vraiment pour parler du... On n'a pas joué avec le fonds. C'est pour ça que j'ai... Donc, je note qu'on a fait un virage absolument comme il faut. C'est plus dans le sens de l'intervention de M. Terrien. C'est juste pour souligner que la ville, nos taxes, on utilise donc plusieurs façons pour supporter tout le côté récréo-tourisme, n'est-ce pas? On donne de l'argent au CLD, on donne de l'argent aux corporations de développement économique de Sutton, mais on donne aussi, dans votre nom, l'argent à plusieurs OBNL avec une vocation touristique. Donc, par exemple, le parc d'art et de rêve, la galerie d'art, et ici, c'est dans le cas du plein air Sutton. Donc, je pense que c'est très important d'être reconnaissant jusqu'à quel point nos taxes et la ville supportent dans toute façon le côté touristique à Sutton et que c'est le fait que c'est beaucoup plus grand que par l'argent qu'on donne à votre nom aux corporations de développement économique de Sutton. Merci pour la précision. Donc, qui propose? Monsieur Martin, Madame Graham. On l'avait déjà. Ah, ben oui, c'est vrai, Ouais. c'est fait. Ah. Donc, c'est adopté, là? Oui. OK. Ce qui nous amène à 13, l'utilisation de certains terrains municipaux pour la tenue du Festival de violon traditionnel 2019. Est-ce que je peux encore mettre mon grain de Allez-y, sel, oui. monsieur le maire? On n'est pas en compétition. Non. Ça achève. C'est simplement la 5e édition du Festival du violon qui va avoir lieu, entre autres, au Parc du Vétéran, qui va avoir lieu du 15 au 18 août. Et il nous demande l'autorisation d'utiliser le Parc des Vétérans du mercredi au dimanche et en plus d'utiliser comme terrain de camping le terrain qui appartient à la ville, qui est sur la rue Western, où il y a de l'encadrement, il va y avoir des services de toilettes, il va y avoir aussi une personne qui surveille pour tout aller bien. Je le propose. Secondé par? Monsieur Forêt, Madame Lefebvre. Donc, c'est adopté. Ce qui nous amène maintenant à 14.1. On a besoin d'une résolution pour accepter la démission de Mme Lorraine Goyette à titre de première répondant au sein des services de premier répondant. Et écoutez, Mme Goyette ainsi que les autres là, qui vont suivre, c'est des volontaires qui ont donné multiples heures et qui ont contribué à ce service essentiel. Donc, qui propose? Madame Lefebvre, Madame Graham. Oui, je me demandais si ça ne serait pas approprié, étant donné que Mme Goyette était là depuis le début des premiers répondants, de la remercier formellement, officiellement, au nom du Conseil, là, pour les nombreuses années qu'elle a passées à ce poste. Et, combien? 11 ans 11 ans. 11 ans de bénévolat au service des Suttonais. Non, depuis 2011. 7 ans, excusez-moi. 8 ans 8 ans. Donc, en tout cas, si on pouvait la remercier formellement, je pense que ça serait la moindre des choses. Alors, oui, on va s'assurer là, de lui envoyer une lettre là, pour la remercier. Dans la même veine aussi, c'est avec regret qu'on doit aussi accepter par résolution là, le service de Mme Cohen à titre de première répondante pour les premiers répondants, donc qui propose. Madame Graham, Madame Duchesne. Merci. Et monsieur, dans la même veine aussi, monsieur Louis-Michel Major, à titre de premier répondant. On doit accepter sa démission. Qui propose? Monsieur Forêt. Madame Lefebvre. 14.4, on doit aussi adopter le rapport annuel 2018
l'an 2 du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie. Je vous sauve les détails là, qui propose. Monsieur Forêt, Monsieur Martin. 14.5, on veut un changement au protocole relativement aux alarmes incendie de façon à ne pas monopoliser plus de ressources que nécessaire. Donc, on module un peu les interventions de façon à pas pour réduire les coûts, effectivement. Aussi, l'effet perturbateur là, auprès de nos pompiers volontaires de répondre seulement quand c'est vraiment requis. Donc, qui propose? Madame Duchesne, Monsieur Martin. On veut changer aussi le protocole relativement aux installations électriques dans le même contexte, là, d'augmenter l'efficacité de notre service. Qui propose? Madame Cohen. Madame Duchesne. À 14.7, au niveau de la sécurité civile, on veut faire une demande d'aide financière, volet 2, au programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec, afin de soutenir des actions de préparation aux sinistres. Qui veut bien proposer? Madame Graham, Madame Lefebvre. 14.8, on veut faire l'achat et remplacer, en fin de compte, des caméras thermiques là, pour le service incendie pour un montant de 19 590 et 75. Je vous signale là, que les caméras qu'on remplace sont devenues désuètes, donc une technologie qui est dépassée. Et maintenant, avec la nouvelle technologie, on expose moins nos nos pompiers, excusez. Ils peuvent même, à l'extérieur, au travers des fenêtres, prendre des lectures thermiques, ce qui augmente beaucoup la prise de décision par rapport au feu là, qui peut être là. Donc, qui propose? Madame Duchesne, Madame Cohen. On veut, à 19.9, procéder à l'embauche de bénévoles pour les services de premiers répondants. Et ça, c'est un détail qui m'échappe, là. Alors, oui, donc c'est de nommer Mme Amélie Verville et M. Robin Simpson à titre de premier répondant. Et ce, conditionnement, ce qu'ils suivent la formation nécessaire afin d'obtenir la certification requise par l'Agence de développement de réseaux locaux de santé et des services sociaux de la Montérégie. Donc, j'ai nommé les personnes. Qui veut bien proposer? Madame Duchesne, M. Martin. Ce qui nous amène à la deuxième période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, présentez-vous. Pouvez-vous identifier, monsieur? Oui. Bonjour, je me présente Serge Canuel, président de Plana Sutton MTB. Alors, je suis ici, premièrement, pour vous remercier de votre support à notre organisme et pour dire aux citoyens qu'avec ce 10 000-là, ça nous a permis d'aller chercher une subvention gouvernementale de 24 000 auprès des ministères. Fait que ça va nous permettre de faire la réflexion de l'ensemble du réseau. Et puis, je voulais aussi apporter un point. Et puis, à travers... Est-ce que vous avez une question en bout de ligne? Bien, c'est juste pour vous remercier, mais pour dire, peut-être éventuellement dans vos discussions, d'essayer de prévoir une enveloppe budgétaire récurrente parce que, comme vous le savez, ça nous permet d'avoir un levier au niveau des gouvernements. Parce que nos budgets break-even juste pour payer les employés, puis on ne peut pas refaire d'investissement puis agrandir le réseau. Donc, ça serait le fun, parce que c'est comme ça, Patricia pourra probablement éventuellement vous expliquer comment ça fonctionne, les subventions. Merci Alors, beaucoup, M. Canuel. Et ça va faire du bien à Sutton. Merci.
Merci pour votre bon travail, MTB. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, mon nom est Pierre-Alexandre Demers. Je suis présent ce soir avec ma conjointe Camélia. Les deux, on est résidents de Drummondville. On désire s'installer ici dans la région. On a entamé des démarches pour acheter une maison mobile sur la rue Grenier. On avait entendu dire qu'à travers les branches, qu'il y avait un processus d'entamer pour... c'est le quartier de domaine de M. Beauregard, tout le monde est au courant. Il avait commencé à faire l'arpentage des terrains pour que chaque propriétaire de maison mobile puisse être propriétaire de son propre terrain. On est venu pour faire des offres d'achat, une conditionnelle à l'autre, terrain et maison. Puis on s'est fait dire que le projet avait été... Les terrains étaient arpentés, mais le projet serait bloqué à cause de la ville. On va savoir si... Il y a peut-être des oui-dire là-dedans. Là. On va savoir si on peut avoir comme des clarifications par rapport à ça. Parce que présentement, c'est la seule raison qui nous empêche de s'installer ici, c'est ce frein. Je ne peux pas répondre à votre question, mais je vais vous inviter à demander à M. Beauregard. Là, hein? OK, j'ai l'impression que ça soit le vrai. Vous pouvez y parler par après, là, puis il va vous donner son numéro de téléphone. Parfait, merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pourriez me votre nom, madame? Mélanie Legault. J'ai pris pour acquis que vous me connaissiez tous. Non, c'est pour le public. Donc, est-ce que vous pourriez répéter les taxes de bienvenue qui vont être appliquées dorénavant? Alors, c'est Diane. Je vais y aller. OK. Pour toutes les maisons qui sont en bas de 500 000, ça ne change pas, là. Oui. Le taux reste pareil, là. Si tu veux que je te le... En haut de 500 000. Bon, de 500... Pour la tranche qui excède 500 000 sans dépasser 750, c'est 2 %. Sur la tranche qui excède 750 sans dépasser 1 million, c'est 2,5. Puis plus d'1 million, au-dessus d'1 million, c'est 3 %. Pour la tranche, là, au-dessus d'1 million. Là. Oui. Fait que si la maison, tu la vends 499 000 $, c'est le même montant de taxes de bienvenue qu'actuellement. Dans ma tête, oui. C'est juste que j'étais curieuse. J'ai passé presque toute la séance sur mon cellulaire à faire des différences avec les alentours. Puis, honnêtement, on va être très cher. Bien, j'ai regardé, puis bon, Magog, Lac-Brome, Cowansville aussi ont modifié, là. Le taux de taxation des droits de mutation, là, c'est sûr que ça va être plus cher. Le but, c'était ça, là, qu'on aille chercher un peu plus d'argent, là. Parce que Montréal s'est retrouvé avec le fait qu'ils ont même décidé de faire un programme d'accès à la propriété à cause de ça. Elle a répondu avec... c'est quand même les maisons au-dessus de 500 000 là, qui vont être affectées. Là. C'est pas la 300 000 moyenne. Là, où, mais vous avez répondu à ma question. Oui. Je voulais juste rajouter un petit truc pour que ça soit bien clair. C'est que c'est pas... Mettons que la maison, elle vaut 1 million, là. Le taux dont on parlait, 3%. Le 3%, il ne va pas s'impliquer sur tout le 1 million. Tu sais, c'est vraiment... C'était juste parce que... Non, mais c'est parce que même à l'intérieur de nous, là, il y avait du monde qui était un peu confondu, là. Fait que c'est vraiment, à chaque fois, juste le morceau de tranche qui dépasse la tranche précédente. Oui. Ça répond à votre question? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, qui veut proposer? Madame Lepage, M. Forêt. Je ne sais pas. 20h59. Alors, merci.